Salut, c'est Alassane, bienvenue dans la série vidéo Dans la tête d'un coach où dans cette série vidéo je vais tout simplement te parler de mon aventure aux États-Unis. Donc là je suis dans la première ville à Houston où je vais t'expliquer en détail un peu qu'est-ce que je fais là-bas, pourquoi je suis là-bas et quels sont mes objectifs tout simplement en partant donc aux États-Unis par rapport à ça. Donc l'idée là de cette première vidéo c'est tout simplement de te raconter mon expérience, donc qu'est-ce qui s'est passé donc la première semaine donc quand je suis arrivé aux États-Unis. Il faut savoir un truc, déjà je parle pas anglais, donc quand je dis je parle pas anglais, j'ai un niveau A2, donc c'est un niveau très faible au niveau de l'anglais. Je suis parti tout seul, donc avec personne. Je suis parti dans un endroit aussi je connais personne, ok, et j'étais vraiment on va dire jeté à l'eau, ok. Donc quand je suis arrivé j'étais vraiment perdu. Donc pendant la première semaine, c'était assez compliqué. Je vais te raconter un peu ce qui s'est passé, tu vas voir. Déjà, premier jour où j'arrive et tout, j'arrive comme ça, j'arrive à l'Airbnb et tout, donc je me pose et tout. Après, je me dis, bon, je vais aller visiter un peu la ville pour voir un peu ce qui va se passer. Genre, je sors et tout, donc je marche comme ça. Et donc je connais pas la ville. Et ce jour-là en plus, j'avais pas encore acheté de puce. Donc j'avais pas de puce, j'avais pas internet. Et la ville, je la connaissais même pas encore. C'est-à-dire qu'il faisait un peu noir, il était 21 h et tout. Et j'avais pas mangé. J'avais pas mangé. Donc du coup, j'ai cherché un endroit à côté pour manger, mais je trouvais rien. Donc du coup, je commence à marcher, je marche, je marche. Je fais le tour et tout. Je reviens. Je vois, y a personne. Puis il faisait noir et tout. Ensuite, je vois un Mexicain devant sa voiture. Donc du coup, je vais le voir pour lui demander tout simplement, c'est pas comment je peux faire et tout, parce que là, je suis un peu perdu, je cherche un endroit et tout pour manger et je veux voir aussi par rapport à mon adresse comment faire et tout. Et le Mexicain, bon, après bon, moi je connaissais pas comment ça se passe ici. Le Mexicain, en fait, quand je suis venu vers lui, il a eu peur. Et donc en fait, il pensait que j'allais lui faire quelque chose. C'était un Mexicain assez tatoué et tout, assez balèze et tout. Et il a eu peur comme ça, il arrive comme ça, il me... En fait, dès que je lui ai parlé, il m'a dit non, désolé, je suis pas de la ville, je suis juste en train de laver, je suis juste en train de laver ma voiture, je peux pas t'aider. Donc il a pas voulu, il a pas voulu m'aider tout simplement parce qu'il avait peur en fait, parce que je vois pas, parce que j'étais noir, je sais pas, peut-être c'est un truc comme ça. Donc c'est marrant, première expérience, moi j'étais effrayé, donc j'avais peur parce que j'étais dans un endroit que je connais pas et je me rends compte que lui-même, le gars qui était là aussi, il avait peur. Donc c'était marrant parce que quand je suis parti, c'est pas le lendemain, donc quand je vais acheter ma puce, j'arrive tout simplement au magasin ou au mobile truc là pour acheter ma puce et tout. Donc je parle avec le propriétaire, le gars qui travaille dans le magasin, donc c'est un Indien et tout. Je parle avec lui et je lui dis un peu ouais, ça se passe comment ici à Houston, comment elle est la ville. Et le gars en fait, l'Indien et tout, il me dit oui, lui ça fait une dizaine d'années qu'il habite ici et qu'en fait il me disait que lui il parlait 5 langues, donc la langue indienne, l'anglais, l'espagnol et d'autres langues, et qu'en fait l'espagnol il disait qu'en fait dans ce quartier, même dans Houston, même dans certains quartiers, ça parle beaucoup espagnol, et donc en fait c'est limite si tu parles pas espagnol, c'est compliqué d'échanger aussi avec certaines personnes, et le quartier où je suis, donc le quartier, c'est un quartier hispanique, c'est-à-dire ça parle vraiment que espagnol, c'est-à-dire même il y a des gens là-bas, ils parlent même pas français. Quand je te dis ça parle pas français, il y a des gens ils parlent même pas français. Et donc du coup, ce qui est marrant en fait, c'est que le jour où je suis parti prendre ma puce, donc du coup moi je sais pas, quand tu as des habitudes en fait de français, bah, tu fais ce que la plupart des Français font. Donc moi je suis sorti du magasin, je suis parti me poser pour attendre, je crois que j'attendais, je sais plus j'attendais quoi, mais je suis parti en fait, je regardais comme ça. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai appris en tout cas quand je suis arrivé aux États-Unis, c'est t'arrêter comme ça, dans un point, genre comme tu peux faire en France, et attendre. Ça n'existe pas là-bas. Ça, en tout cas où je suis, ça n'existe pas. Et tu verras jamais quelqu'un s'arrêter comme ça et rien faire. Toi, quand tu es à Paris, c'est différent, tu peux voir des gens faire ça. Et donc du coup, en fait, là c'est la deuxième anecdote par rapport à ça. Donc j'attends pendant 5, 10, 15 minutes. Et c'est pas après, il y a le shérif de la ville, il vient me voir comme ça, il me dit, je savais pas, il arrive comme ça, je l'avais vu le matin, il vient me voir, il me dit qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, t'as pas le droit de rester ici. Il y a le monsieur là dans son magasin,
Depuis tout à l'heure, il a dit qu'il te voit, tu bouges pas, il a peur. Et c'est là que je me suis dit, là on est aux États-Unis, dans le sens où en fait, moi, j'arrive comme ça dans un endroit que je connais pas forcément, je me mets à un endroit, je pense en fait qu'en gardant mes habitudes que j'ai en France, je vais pouvoir faire la même chose. Le mec en fait, il avait peur parce qu'il s'est dit peut-être que j'allais le braquer son magasin ou que j'avais une arme. Et donc du coup, il voit un Renoir, donc un noir dans une ville où il y a que des Espagnols. Il voit le noir, ça fait 15-20 minutes, il attend. Il avait peur, hein. Et c'est ça qui était un peu marrant. Et moi, ça m'avait, on va dire, surpris, on va dire, le premier jour où je suis arrivé. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo pour que tu puisses comprendre un peu. Donc là, le but de cette vidéo, c'est tout simplement, dans un premier temps, de te parler de donc, la différence entre Paris et Houston. Deuxième chose qu'on va voir dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs qu'il faut éviter à faire. Donc si tu décides de voyager seul, donc c'est des erreurs à éviter, franchement, quand tu voyages seul. Et troisième chose que je vais faire avec toi, tout simplement, je vais te donner des conseils. Donc si jamais tu voyages seul et que tu as envie d'éviter certaines choses, en fait, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire, en tout cas, si tu voyages seul à Houston. Je ne sais pas encore comment sont les autres États, mais en tout cas à Houston, je sais un petit peu comment ça marche après une semaine d'expérience par rapport à ça. Donc la différence entre de Paris et Houston, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Déjà, Houston, donc, où on est en fait, la ville de Houston, c'est une ville où il y a énormément d'hispaniques. Donc c'est une ville où ça parle beaucoup espagnol. Donc ne sois pas surpris en fait quand tu arrives dans ce genre d'endroit où tu vas te rendre compte en fait qu'il y a quasiment beaucoup d'espagnol. Tu prends le Uber, ça parle espagnol. Tu vas faire tes courses. Les caissières, ils parlent même pas français, ils parlent espagnol. Et ça peut être choquant un peu. Tu vois au McDo, ça cite la commande en espagnol et ensuite en anglais. Tu vois au Walmart, des gens à la caisse, pareil, ils parlent espagnol. Après, ça dépend de où tu es situé. Mais en fait, quand, quand tu arrives comme ça pour la première fois, tu peux être un peu choqué. Tu te dis, ok, là, tu es dans un endroit, ok, là, c'est la population majoritaire est vraiment espagnole. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. En tout cas, si tu vas à Houston, en tout cas, ne sois pas étonné de voir qu'il y a des Espagnols qui sont ici. Ensuite, deuxième chose par rapport à Houston, la différence entre Houston et Paris, ça va être la température en fait. Ici, la température, ça n'a rien à voir avec la température en France. Donc ça n'a rien à voir aussi avec la température que tu peux avoir à New York ou à Miami. Ici, en fait, la température, elle est grave bizarre. Dans le sens où, en fait, il fait pas trop chaud, mais il fait pas trop froid non plus. C'est-à-dire, il va toujours faire le même temps. Il va toujours faire 20 degrés avec un bon soleil. Le soir, il va faire froid. La journée, il va faire archi chaud. Et le matin, ça va dépendre. Et c'est comme ça tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, c'est vraiment un climat modéré. En tout cas, si tu n'aimes pas trop la chaleur, c'est bien. Si tu n'aimes pas trop aussi la fraîcheur, c'est bien parce que c'est on va dire le meilleur climat. Et c'est pour ça même quand j'ai échangé avec certains Amérindiens, ils disaient ouais, pour moi, le meilleur état, c'est le Texas parce que tout simplement, la température, elle est bien, tu te sens bien et tout. C'est ce qu'ils disaient. Bon, ça, c'est les Américains qui parlent, qui parlent de cette manière aussi par rapport à ça. La troisième différence entre Paris et Houston, ça va être le sport, donc le mode de vie, donc comment les gens ont faim du sport. Ça, j'ai jamais vu ça. En tout cas, c'est vraiment un pays où les gens aiment le sport. Je te donne un exemple très simple. J'arrive à Houston, tout. Donc, première chose que je cherche à faire, c'est dans un premier temps trouver un terrain de basket. Quoi, je vais chercher un playground, quoi. Je voulais chercher un terrain de basket et tout pour aller jouer et tout, comme on peut voir en France. Et je comprenais pas, je regarde sur internet et tout, je vois il n'y a pas de terrain. Je comprends pas, je dis mais il y a des terrains, mais c'est pas, il y a pas de, la map en tout cas nous propose pas ça, c'est soit dans des ghettos, soit, mais il n'y a pas de terrain, c'est pas New York, il n'y a pas des terrains où tu viens comme ça, où tu peux jouer comme tu peux voir à Paris. Et pourquoi il n'y a pas ça, je comprenais pas pourquoi. Parce qu'en fait, eux, aux États-Unis, ils ont la chance d'avoir des salles de sport vraiment hyper équipées. Ils ont des salles de basket, par exemple, qui sont ouvertes 24 heures sur 24. C'est-à-dire,
tu peux y aller toute la journée et c'est ouvert 24 heures sur 24. Ils sont des salles fermées, très très bien équipées. Et je me suis directement, quand je suis arrivé, j'ai cherché une salle de sport pour pouvoir m'inscrire. Je me suis inscrit à une salle de sport. C'est une grande chaîne que tu connais ou que tu as déjà entendu parler, qui s'appelle LA Fitness. Donc c'est une salle qui est uniquement au Canada et aux États-Unis. Et ça, en fait, si tu veux, LA Fitness, c'est le fitness park des États-Unis. Donc c'est une salle low cost, mais c'est pas un fitness park classique. C'est dans ce fitness park. Donc tu as tout. Tu as vraiment les meilleures machines, donc les machines Matrix et tout, la marque et tout, des bonnes machines, un bon endroit pour s'entraîner. Tu as une piscine dans la salle de sport, tu as un terrain de basket, donc un vrai terrain de basket où tu peux jouer quand tu veux. Et là-bas, ça joue vraiment, hein. Donc même les gens qui sont à des faibles niveaux, ils jouent vraiment au basket. T'as quoi encore? T'as la piscine, t'as le sauna, t'as un endroit, par exemple, pour les cours, les femmes qui font des cours. T'as vraiment un ensemble d'activités incroyables. Tu peux faire du golf aussi dans la salle de sport. Je sais pas si tu te rends compte. Et c'est un abonnement qui est à 39 dollars. 39 dollars juste par mois donc pour avoir toutes ces activités. La salle elle est bien équipée, elle est nettoyée régulièrement, les gens s'entraînent sérieusement. Donc c'est vraiment c'est ça en fait qui m'a on va dire étonné aussi par rapport au States quoi. Ça tu vois pas ça en France malheureusement et c'est là aussi que tu te rends compte que les Américains sont meilleurs que les Français au sport parce ils ont aussi cette facilité aussi à pouvoir s'entraîner, à pouvoir avoir tout à leur disposition. Et du coup, en fait, quand tu as tout ça, c'est bien, quoi. T'as envie d'avancer. Voilà. Donc ça, c'est on va dire la troisième différence qu'on peut voir entre les États-Unis, tout simplement, et Paris. Donc quand je parle des États-Unis, bien évidemment, je parle de Houston et Paris, vu que je suis à Houston. Il y a une grosse différence donc, dans les infrastructures sportives. Donc le sport, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai prévu, par exemple, d'aller voir des matchs. Je ne te parle pas de matchs NBA, mais je te parle simplement de matchs. Donc je vais aller voir des matchs universitaires. Et juste pour aller voir un match universitaire, la place elle est à 60 dollars. Je sais pas si tu te rends compte, c'est pas la NBA, mais des places à 60 dollars et elles sont tous blindées, tout est rempli. Pour te montrer à quel point le sport ici, c'est quelque chose, franchement. Bon, maintenant je vais te parler des erreurs que tu dois éviter. Donc si tu décides de voyager tout seul donc dans un pays, donc là je parle vraiment des États-Unis, mais ça doit être pareil partout. En tout cas, aux États-Unis ça se passe comme ça. Première erreur, donc en tout cas aux États-Unis ça se passe comme ça. Première erreur, donc ça va être de prendre un taxi au lieu de prendre un Uber. Si tu es étranger et que tu décides de voyager tout seul, en fait, et que tu prends un taxi, tu vas te faire carotte. On va te voler ton argent. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Comme je suis arrivé, je ne connaissais pas. Et j'avais pas de connexion Internet. Et ça ne marchait pas la connexion. Et j'avais que de l'espèce. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti dehors donc de l'aéroport et tout pour regarder si je pouvais pas. De toute façon, je savais. Mais pour regarder si je pouvais pas trouver un taxi. Donc un Uber. Mais les Uber ne prenaient pas l'espèce. Donc du coup, j'ai pris un taxi. Donc le taxi, dès qu'il m'a vu, il avait un étranger avec une valise. Il n'a même pas essayé de comprendre. Il est venu, il a pris ma valise comme ça avant même que je... Il m'a dit, tu veux partir? Il dit oui, mais attendez, il m'a dit vas-y, vas-y. Il a pris ma valise, il m'a jeté dans le... il m'a jeté dans son taxi, il est parti direct. Il lui dit, j'essaie de lui demander, mais c'est combien, c'est combien? Elle dit non, t'inquiète, t'inquiète, je mets le compteur et tu vas voir après. Bon, voilà. Et bon, il a dû quoi? Il a dû me prendre peut-être 20 dollars de plus que ce que j'aurais payé si j'avais pris un Uber. Mais c'est important à comprendre ça quand tu voyages à l'étranger. Regarde d'abord le Uber, combien ça coûte, et ensuite demande au taxi. Comme ça, tu te fais pas voler ton argent. Deuxième chose aussi très intéressante que tu dois éviter de faire, donc si tu décides de partir seul à l'étranger, ça va être... Deuxième chose que tu dois éviter de faire, donc si tu décides de partir seul à l'étranger, ça va être tout simplement d'éviter, comment je peux dire ça?
ça va être tout simplement d'avoir en fait une batterie, comme tu as une batterie externe là, comme tu peux voir. Quand tu voyages seul à l'étranger, il faut que tu aies ça, donc sur toi, une batterie externe. Pourquoi? Parce que quand tu sors de l'avion ou quand tu marches, des fois il se passe beaucoup de choses. Et si tu n'as pas ça avec toi, si t'as pas ça avec toi et que tu n'as pas beaucoup de batterie, ça peut être compliqué trouver un endroit pour charger ton téléphone. Bien évidemment, il faut ton chargeur, mais il faut une batterie externe. Et il te faut aussi aux États-Unis, en tout cas, il te faut une prise, une prise qui est différente qu'en France. Et donc moi, je savais pas ça. C'est-à-dire, j'arrive et j'avais pas l'embout français, j'avais pas l'embout américain, j'avais encore un embout français. Et donc du coup, quand tu as un embout français, tu arrives, il est 19-20 heures et que tu n'as rien pour charger ton téléphone, tu as juste la prise USB, bah, t'es un peu perdu. Et donc ça, c'est important. Il te faut ça, et il te faut l'embout, là, le petit embout américain, qui est là. Ça, c'est très important. Parce que si tu as ça, bah, tout simplement, tu pourras charger ton téléphone rapidement. Et la dernière chose, je me sens que tu sais déjà, c'est tout simplement avoir une connexion Internet. Donc aller acheter une puce et avoir donc, une connexion qui va te permettre d'avoir Internet, tout simplement pour avoir une map et savoir où est-ce que tu te situes. Et c'est ça qui est un peu choquant en fait quand tu es aux États-Unis. C'est pas comme en France où il y a la cité où tu sais que c'est la cité et il y a la ville où tu sais que tu as la ville. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Genre, tu marches comme ça, tu peux marcher, t'avances, 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 et là tu es dans un ghetto, mais tu sais même pas que tu es dans un ghetto. Et c'est pour ça que si tu n'as pas ta map ou que tu ne connaissais pas où est-ce que tu vas, ben en fait, des fois, tu marches comme ça, comme un touriste, mais tu sais même pas où tu vas. Donc, je trouve que c'est important quand même d'avoir cette map pour savoir se situer, euh, où est-ce que tu es aussi par rapport à ça. Voilà, après, bon, c'est pas une excuse pour, euh, pour ne rien faire, mais il faut que tu aies ta map pour tout simplement savoir où est-ce que tu es situé dans la ville où tu es. Troisième partie, maintenant je vais te parler tout simplement. Donc pour terminer, maintenant je vais te parler tout simplement des conseils que je peux te donner. Donc si tu décides aussi de voyager seul et ça va vraiment t'aider. Donc première chose, donc si tu voyages dans un pays seul et que tu ne parles pas la langue, fais une colocation. Pourquoi faire une colocation? Tout simplement parce que ça va t'obliger à parler donc avec des gens qui parlent une langue différente de toi. Donc c'est ce que j'ai fait et ça m'oblige tous les jours à échanger et à parler. Que tu dises et ça en fait c'est ça qui est bien, c'est parler pour parler, surtout dans une langue que tu maîtrises pas, ça t'aide tout simplement à être beaucoup plus à l'aise dans cette langue. Deuxième conseil, donc si tu décides de partir et de voyager et de partir aux États-Unis, en tout cas, il y a un truc que tu dois comprendre, c'est qu'ici, il y a une notion qui s'appelle le tips. Donc, c'est le pourboire. Et limite, le pourboire ici, il est obligatoire. Et moi, ça, c'est quelque chose que je ne comprenais pas. C'est-à-dire, je prenais, par exemple, je commande un Uber, ou tu commandes un Uber Eats, ou tu vas au restaurant, tu vas manger au McDo, ou tu vas manger à un endroit. Et au fait, à chaque fois, ils vont te demander si tu veux un pourboire. Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 15%? Et en fait, le pourboire, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il te le coche automatiquement. C'est-à-dire, si tu ne connais pas, en fait, tu vas payer à chaque fois des pourboires élevés, tu peux payer des pourboires élevés, juste parce que tu ne connais pas comment ça fonctionne. Donc, c'est important d'avoir cette notion. Ici, tout fonctionne avec pourboire. Tu prends ton Uber, le mec, tu reçois de la notification pour prendre un pourboire. Je te donne une anecdote. Par exemple, pour commander Uber Eats, ce qui est différent, par exemple, par rapport à la France, comme tu peux voir. Uber Eats, là, ici, c'est différent. Uber Eats, ici, c'est différent dans le sens où tu commandes ton Uber Eats, mais quand tu commandes ton Uber Eats, il te demande le pourboire au moment de payer. Alors qu'en France, c'est différent. Quand tu commandes un Uber Eats, tu prends ton Uber Eats et à la fin, quand ta commande est arrivée, il te demande si tu veux un pourboire. Voilà, donc la notion du pourboire ici, en tout cas, elle est forte. Donc ça, c'est important à comprendre. Donc si tu veux, on va dire, de faire être respecté ou être normaux, on va dire, par rapport aux autres qui sont là, donne ton pourboire, même si c'est 1%, même si c'est 1 centime. Et c'est ça important parce que si tu le fais pas, en fait, ils vont pas être contents, ils vont pas être sérieux avec toi. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, tu donnes pas un pourboire,
Bon, en fait, le gars, il peut retarder ta commande, il peut prendre tout son temps, tu vois pas ce que je veux dire. Donc voilà pour cette première vidéo de présentation donc, de ma première semaine aux États-Unis, à Houston. Donc là, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver, donc des vidéos beaucoup plus précises où je vais parler vraiment des objectifs donc, que j'appelle dans la tête d'un coach, où tu vas pouvoir comprendre un peu qu'est-ce que je fais là-bas, qu'est-ce que je fais de mes journées et qu'est-ce que je fais concrètement donc au niveau soit du sportif ou au niveau business. C'était Alassane, j'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que tu as appris des choses et que ça t'a donné envie d'en savoir plus, par exemple, sur les États-Unis ou les différents États et que ça t'a motivé ou que ça t'a apporté, on va dire, quelque chose. Si ça t'a plu et que tu penses que ça peut aussi aider une personne, n'hésite pas à partager cette vidéo. Donc à une personne, peu importe la personne, l'essentiel, donc c'est de la partager. Je fais pas ces vidéos pour faire des vues, je fais juste des vidéos comme documentation. Donc c'est une forme de documentation pour moi pour raconter qu'est-ce que je fais et ça me fait une forme de preuve pour qu'on puisse voir mon évolution aussi par rapport à ce voyage, par rapport à ça. Allez, à très vite.